won by men. You just don't know when to give up, do you? I could do this all day. Je pense que la presse des comic books américaines était vraiment déjà prête au conflit. Hein, il faut savoir que le monde des comic books new-yorkais est un monde de familles juives et qu'ils ont tout de suite été choqués par les événements de 39. La Nuit de Cristal a également jeté le dévolu un peu plus sur Hitler. Il faut voir que Captain America, c'est bien sûr un soldat, un personnage nationaliste, mais les Américains n'ont pas ce rapport trouble au nationalisme qu'on peut avoir en Europe. Le nationalisme est beaucoup mieux assumé chez eux. C'est quelque chose de normal. Donc il n'y a pas de connotation fascisante comme on peut le prêter aujourd'hui en France aux personnages, tout au moins pas à cette époque. Donc ce qui se passe, c'est que il faut aussi se souvenir qu'on sort de la crise de 29, cette énorme crise financière, et qu'on s'en est sorti grâce à Roosevelt et à son New Deal. Et je dirais que Captain America, il incarne ça. Il incarne plus le New Deal et cette espèce de politique un peu à la Frank Capra, qu'on voit dans les films de Frank Capra, de générosité et d'humanisme de cette époque-là. Teinté nationalisme, mais comme je vous le disais, c'est quelque chose de beaucoup mieux assumé aux États-Unis. Voilà. Et donc le personnage de Captain America, cette bannière tricolore, va être invoqué par donc les éditeurs juifs new-yorkais pour déjà lancer l'Amérique dans le conflit bien avant sa déclaration de guerre. Hein. Il faut se souvenir que Captain America numéro 1 est sorti en décembre 40, alors que Pearl Harbor c'est en 41, c'est fin 41. Donc déjà les Américains, déjà le monde de la presse s'insurge et est prêt à la guerre. Donc ce Captain America ira défendre les valeurs de liberté, des valeurs qui sont un peu les mêmes que chez nous, hein, les valeurs républicaines et les valeurs de liberté à travers le monde. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut voir le personnage de Captain America. Même si par la suite, il changera, et notamment dans les années 50, quand il y aura un revival du personnage en pleine guerre froide, Captain America deviendra de commis smasher, c'est-à-dire le pourfendeur de communistes, et là le personnage sera beaucoup plus teinté d'aspect fort, d'aspect on va dire ultranationaliste, protectionniste et un personnage assez belliqueux. D'ailleurs ce personnage-là sera lui-même repris dans la nouvelle série de Captain America, la série contemporaine. Lorsque le Captain America normal, la véritable incarnation, Steve Rogers, celui du New Deal, l'affrontera et triomphera de ce personnage. Voilà. Alors, on peut voir aussi dans Captain America tous les GI qui sont venus combattre à travers le monde. Je crois que c'est aussi quelque chose d'assez un parallèle que l'on peut faire. Là, je suis en train de travailler sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'implication de Kirby dans la Deuxième Guerre mondiale. Kirby est donc parti en France. Il a été appelé comme bon nombre d'Américains et il est venu combattre chez nous, à Metz. Il a fait la bataille de Metz. Et je dirais que Captain America, c'était un petit peu tous ces petits GIs qui sont venus se battre sur tous les terrains militaires du monde, sur tous les théâtres
militaires du monde et affronter les forces de l'Axe. Je pense que Jack Kirby a beaucoup changé suite aussi à sa période extrêmement dramatique vécue en France. Et les histoires de guerre qu'il racontera par la suite n'ont plus rien à voir avec les histoires de Captain America qu'il racontait avant-guerre. Mais donc Captain America, c'est aussi le personnage protecteur, c'est le GI qui vient libérer l'Europe du joug nazi. Now, Mr. Stark. Nay, personally, it's for Adolf Hitler. Il y a actuellement un procès qui est en cours entre les héritiers Kirby et la Marvel quant au copyright des personnages. Alors je sais pas dans quelle mesure ça peut s'intégrer dans ce sujet, mais c'est un combat là aussi, c'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour la justice, un petit peu le combat que mènerait Captain America. Il se trouve que lorsque Joe Simon et Jack Kirby sont arrivés chez Tiny, ils ont eu un contrat en freelance, donc ils étaient indépendants. Et en tant qu'indépendant, quand on crée quelque chose aux États-Unis, ça nous appartient. Alors que lorsque un auteur est un auteur employé par la maison d'édition en tant que salarié, work for hire, les Américains disent, eh bien à ce moment-là, la création appartient à la maison d'édition. Eh bien, il se trouve que, bien qu'ayant été toujours employé en tant que freelance, Kirby vient de se faire, il y a un procès dont le premier jugement a donné raison à Marvel. Donc Kirby s'est fait spolier tous ses droits de tous les personnages qu'il a créés pour Marvel depuis 1941. Et ceci représente bien sûr énormément d'argent avec la sortie des films. Bon, ceci était un petit peu aussi prévisible vu que Marvel a été racheté par Disney pour la somme de 4 milliards de dollars il y a 3 ans. Donc je pense pas que Disney aurait vu d'un bon œil la perte de toutes ses licences. Donc ils avaient des avocats assez fortiches pour appuyer leur témoignage. Mais je trouve que ce combat-là est un combat qu'il faudrait mener dans le monde de l'édition américaine, car c'est un combat qui est totalement injuste et un combat, comme je le disais, que Captain America voudrait bien mener. Donc le procès n'est pas terminé, il y aura appel, donc espérons que justice triomphera. What do you think? I think it works.